Salut, c'est Théo, je suis le fondateur de Kudak. Kudak, c'est une agence d'acquisition, on a un peu plus d'une soixantaine dans l'équipe, et notre travail, c'est d'aider nos clients à trouver des clients avec Meta, Google, Pinterest, Snap, TikTok, etc. Ça fait 5 ans qu'on pilote les stratégies paid d'un peu plus d'une centaine de marques, à la fois en e-commerce et en lead gen, B2C et B2B, pour un peu plus de 40 millions d'euros de spend sous gestion annuel. On est devenu assez connu sur le marché pour notre approche qui prend à contre-pied ce qui se fait traditionnellement sur le marché de la pub digitale. Je t'explique. En fait, on a audité une quantité assez énorme de comptes Meta et Google, et on s'est rendu compte que la plupart des annonceurs pensent qu'ils ont un problème de ROS, alors qu'ils ont un problème de contributivité. En gros, les investissements en ads ne produisent pas une augmentation suffisante de chiffre d'affaires pour pouvoir accélérer. C'est la conséquence d'une erreur, celle de piloter au CPA plateforme. On a Google et Meta qui vont afficher des super ROAS ou CPA, et quand on calcule la rentabilité globale des investissements marketing, c'est de la merde. Et bien parce que les métriques plateforme, c'est bourré de biais. D'abord, le ROS ne fait pas la différence entre les anciens et les nouveaux clients. Ça fait gonfler les rentabilités affichées sur des clients auxquels vous auriez pu juste envoyer un email, ce qui est beaucoup moins cher que son équivalent en impression pub. Ensuite, faire confiance au CPA d'une plateforme revient à faire confiance à son système d'attribution. En gros, ça veut dire que Google, Meta et tous les autres, pour chaque conversion, viennent dire c'est grâce à moi avec une méthode qui leur est propre. Et donc n'hésite pas à faire gonfler artificiellement le chiffre d'affaires qui leur revient. Parfois, par exemple, certaines conversions sont disputées. Elles sont comptabilisées par Meta et par Google à la fois. L'autre scénario classique, c'est toutes les conversions qui ne sont pas incrémentales. Ça veut dire qu'un canal payant va se l'attribuer, alors que la conversion serait produite sans une exposition publicitaire. Quel est le résultat de tout ça? Eh bien, c'est que les discussions pour résoudre un problème qui touche au marketing digital portent beaucoup trop souvent sur des micro-points techniques, chauffer le pixel mes couilles, alors que le problème n'y est pas. Notre approche chez Kudak, c'est de ne juger l'efficacité d'une machine d'acquisition que sur sa capacité à acquérir des nouveaux clients. Et le meilleur proxy de ça, en termes de chiffres, c'est le CAC blended. C'est l'investissement marketing global divisé par le nombre de nouveaux clients dans votre back-end. Ça peut sembler être un détail, mais pas du tout. Ça change fondamentalement la façon de réfléchir à l'optimisation de ces campagnes au quotidien. On va d'abord s'assurer que l'argent est investi en bonne quantité et aux bons endroits. Et les micro-détails d'optimisation de campagne viennent à la toute fin de l'analyse. Parce qu'à moins de faire vraiment n'importe quoi, c'est pas là que se gagnent les batailles. Dans cette vidéo, je vous ai collecté 13 principes simples et battle-testés pour résoudre les problèmes les plus fréquents qu'on voit chez les annonceurs sur l'optimisation de leur machine d'acquisition de nouveaux clients. On t'a préparé une cheat sheet, c'est toujours très dur à dire, mais en tout cas c'est une petite feuille dans laquelle il y a tous les points importants. C'est disponible sur le lien en description. J'ai demandé à mes performance managers de venir vous les expliquer eux-mêmes avec des exemples concrets de clients Kudak. Ça n'est donc pas une masterclass Meta ou Google, mais une masterclass paid. Les chapitres sont organisés du général au particulier et racontés par ceux qui les mettent en place depuis des années sur nos clients. Ce sont les gens avec lesquels vous bosseriez si jamais vous signez chez nous. Le lien est dans la description pour faire review votre machine d'acquisition par un expert Kudak. De mon côté, j'interviendrai entre chacune des parties à chaque fois qu'il faut zoomer sur un point et pour vous rediriger vers d'autres vidéos plus détaillées qu'on a déjà sur la chaîne Kudak. Installez-vous bien, c'est parti. Alors moi c'est Paul, j'ai rejoint Kudak au tout début de l'aventure, donc il y a 4 ans et demi maintenant, et je m'occupe de diriger l'équipe performance. Je m'appelle Adeline. Moi c'est Antoine. Moi c'est Audran. Je m'appelle François Fourcade. Moi c'est Jules. Moi je m'appelle Océane Cerruti. Moi je suis performance manager chez Kudak depuis maintenant 3 ans. Une erreur fréquente que je vois sur Meta, c'est de piloter la performance de Meta uniquement avec ce qu'il y a comme données dans Meta, c'est-à-dire en regardant quelle campagne te donne les meilleurs CPA, de tout faire en fonction de ça, parce que généralement, et ça c'est particulièrement vrai avec certains comptes qu'on reprend d'anciennes agences, c'est des anciennes agences qui sont très objectivées sur le CPA dans Meta, qu'elles arrivent à obtenir, et donc elles, forcément, elles se disent où est-ce que je peux avoir un meilleur CPA, en allant cibler les audiences qui sont très chaudes, qui ont déjà une intention d'achat. Le problème de ça, c'est que du coup, on va dédier une grande partie des ressources marketing à des audiences qui sont déjà chaudes pour être clientes chez nous. Donc en fait, on va pas vraiment faire d'acquisition, on va pas vraiment récupérer de nouveaux clients. Et ça fait qu'en fait, on investit, mais pour avoir des clients qu'on a déjà. Donc en fait, on ne produit pas de résultats et on ne produit pas de croissance. L'erreur numéro 1, c'est de tout mesurer à l'aune de la perf dans Meta et ne pas regarder ce qui se passe au global. L'erreur la plus fréquente qu'il y a, c'est le focus unique et simple en vision plateforme, que ce soit au niveau de l'attribution, de la performance et des optimisations, d'être dans le très micro, de ne pas prendre de hauteur pour pouvoir piloter l'ensemble du funnel. Nous, ce qu'on regarde beaucoup plus, c'est comment est-ce que le chiffre d'affaires au global il évolue par rapport à ce qu'on investit dans Meta. Alors c'est pas une vision parfaite non plus, mais c'est quelque chose qui nous évite d'avoir cette dérive où on augmente sur Meta, par exemple, nos invests, alors que le chiffre d'affaires n'augmente pas. Si je devais, citer les erreurs, entre guillemets, les plus fréquentes qu'on peut voir, c'est souvent de se dire que Google, c'est super, on a de super résultats, c'est beaucoup plus héroïste, on va couper toutes nos autres régies. In fine, quand on coupe les autres régies, on se rend compte que non, il y avait forcément un impact parce que on a directement des résultats qui sont différents. Et c'est dans ce sens-là que c'est important pour vraiment analyser le mix marketing à proprement parler, de
sonder nos clients sur comment ils nous ont connus. Et on se rend compte que finalement, le premier touchpoint a été autre part que dans le search, mais le search sert ensuite de relais. Pour aller faire de l'acquisition, il faut avoir cette notion de marketing. Et quand des clients arrivent, je vois qu'ils dépensent énormément sur Google, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut juste dire qu'il faut comprendre un petit peu, prendre du recul et savoir d'où est-ce que le client vient, pourquoi il est venu par là, et ensuite quel est le chemin pour arriver in fine au résultat et à la conversion. Ça devient de plus en plus un standard dans l'industrie, je pense, le questionnaire post-achat. C'est-à-dire qu'en fait, que quand quelqu'un achète sur notre site web, enfin c'est vrai pour un achat sur un site web, mais ça peut aussi être vrai pour une installation d'application ou plein d'autres choses. Et quand quelqu'un achète, on va lui demander comment est-ce qu'il a découvert notre marque. Et en fait, ça va nous permettre qu'au fil du temps où on récolte de la donnée, on est capable de dire, voilà, j'ai tant de mes acheteurs qui ont dit qu'ils m'avaient découvert par tel canal ou tel canal. Et ça, en fait, ça nous permet ensuite de recalculer. Après, on dit par exemple, sur Snapchat, ce mois-ci, j'ai tant d'utilisateurs qui me disent qu'ils m'ont découvert sur Snapchat. Je regarde combien j'ai investi sur Snapchat. Et en fait, je recalcule un coût d'acquisition client spécifiquement pour Snapchat qui va être souvent très différent de ce que je peux observer sur la plateforme Snapchat en elle-même ou sur des modèles d'attribution. Donc ça, pourquoi c'est game changer? Parce que en fait, ça permet de répondre à une question que tous les annonceurs se posent, à savoir où est-ce que je dois mettre mon budget, quel canal est contributif et lequel ne l'est pas. Le fait de mesurer au déclaratif d'où vient chaque client et le fait ensuite de calculer ce CAC, ça nous permet de le savoir. Ça nous a notamment permis aussi de nous rendre compte que le poids de Google, Google Search, était un peu surpondéré, on va dire, dans la distribution des budgets de ce client-là, et on a repassé une partie du budget sur du social et aussi une partie sur du plus haut de funnel, sur du YouTube, et c'est ça qui a vraiment fait une énorme différence en termes de performance. J'accompagne un annonceur que je ne vais pas citer, mais qui a des salles de sport en gros dans toute la France. L'idée, c'est que l'année dernière, ils avaient fait énormément d'offline, c'est-à-dire qu'ils avaient investi plus de 200 000 € de mémoire en action offline pour ramener des gens pour les journées portes ouvertes qu'ils faisaient à l'occasion. Donc en fait, c'est le plus gros événement de l'année pour eux, parce que c'est le moment où ils vont ramener énormément de gens gratuitement pour venir tester, et surtout ils vont espérer convertir derrière. Donc l'année dernière, ils ont dépensé un peu plus de 200 000 € en marketing dans leur une vingtaine de salles en France. Cette année, on a dépensé uniquement 25 000 € uniquement en ads. Ils n'ont pas fait d'offline, donc en gros, on a dépensé 10 fois moins. Et ils ont fait de mémoire plus de 47% d'entrées en plus que l'année dernière, et surtout 83 000 € de chiffre d'affaires en plus que l'année dernière. Je vous fais un récap de ce qu'il faut retenir de ce premier principe. Les résultats plateforme sont bourrés de biais et peuvent vous faire croire que votre machine d'acquisition fonctionne alors que ça n'est pas le cas. La seule chose qui compte, c'est est-ce que vos investissements font bouger votre chiffre d'affaires vers le haut. Pour éviter de prendre des mauvaises décisions, on vous conseille vivement, si ça n'est pas déjà le cas, d'installer le questionnaire post-achat dans le but de rajouter dans la réflexion autour de l'allocation du budget publicitaire la source de données, quel canal vos clients estiment être responsable de leur décision d'acheter. Vous pouvez ensuite vous amuser à calculer un CAC déclaratif, ce qui vous permettra d'avoir une perspective différente sur vos investissements. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez utiliser ces différents angles de vue pour choisir où allouer les investissements. Ça peut faire une différence monumentale, comme vient de vous l'expliquer Jules, en basculant une enveloppe offline vers du online. Maintenant, on va parler de l'allocation du budget non pas entre les cadeaux, mais dans le temps. Je te fais une courte interruption pour te parler du partenaire de cette vidéo, Simyo. Est-ce que tu savais que le ROI moyen d'une campagne WhatsApp pour un e-commerçant, c'est 30? T'as bien entendu. Ça s'explique pour une raison mathématique très simple, c'est que le taux d'ouverture d'un message, c'est 90%, versus 17% en moyenne pour un email classique. Simyo, c'est une solution qui permet aux e-commerçants d'activer WhatsApp comme un nouveau canal marketing et CRM, de façon totalement intégrée à Shopify, Klaviyo, Yotpo, Gorgias, etc. Ça a été monté par Tiffen, une de mes anciennes camarades d'HEC, et il travaille déjà avec une centaine de marques, comme Balzac, Balibaris, Rouge, Delab, etc. Il bosse aussi beaucoup en collaboration avec la Standardicom, l'agence CRM du groupe Kudak. Simyo, ça permet d'envoyer des automations, comme des relances de paniers abandonnés, des welcome flow, des back in stock, et des campagnes ponctuelles, comme pour le Black Friday par exemple. Tout ça sur WhatsApp. La collecte de contacts se fait dans une pop-up, exactement comme la collecte d'email. Souvent même on le demande juste après. Et ensuite, t'es sur le WhatsApp de tes clients. Et par exemple, la Standardicom a remarqué qu'avec WhatsApp, c'était plus de 2,3 fois le nombre de paniers abandonnés récupérés qu'en email uniquement. Ça a permis aussi notamment à SoShape d'obtenir un ROI de 98 sur une campagne de paniers abandonnés, avec une moyenne de 17,8 € par conversation engagée quand même. Pour en profiter, c'est très simple, il suffit de réserver une démo, ils te font le setup et c'est parti. En plus, t'as moins 10% pendant un an si jamais tu passes par le lien en description. Merci Simyo d'être le partenaire de cette vidéo, on retourne aux affaires. Ouais, il y a un autre truc qu'on a fait qui était pas mal, c'est qu'il y a un client avec lequel on a commencé. En fait, le client il avait l'habitude d'investir de manière assez linéaire, c'est-à-dire de tous les mois investir le même montant. Ce dont on s'est aperçu, c'est que même si on investissait le même montant tous les jours, la courbe de répartition des ventes sur le mois, elle n'était pas du tout linéaire. Donc on avait des gros pics au début de mois et ensuite ça s'estompait, puis on réaugmentait, la demande réaugmentait à la fin du mois. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on est passé d'un investissement linéaire où c'est toujours à peu près chaque jour le même montant investi à un investissement qui épousait beaucoup plus la courbe de la demande. Et donc ça nous a permis de beaucoup réduire notre CPA. Donc c'était quelque chose de assez simple, on ne dépensait pas plus, mais simplement on répartissait mieux la dépense. En fait ça a bien fonctionné et c'est logique parce que le but de la pub, c'est simplement d'être présent au moment où il y a une demande. Ça sert à rien d'être
pas présent quand il y a une forte demande et trop présent quand il n'y a pas de demande. Justement, il faut essayer d'être là quand il y a de la demande, voire même un petit peu avant, et savoir aussi faire profil bas quand la demande elle est plus faible. Sur un client qui s'appelle Moule, on a remarqué pendant toutes les périodes de soldes, idem pour le Black Friday, etc., qu'il y a vraiment des grosses périodes sur lesquelles les ventes et le taux de conversion augmentent. Ça va être le premier jour des soldes, on a un deuxième pic le premier samedi des soldes et les 2 derniers jours de ces soldes-là. Donc ce qu'on a construit avec ce client-là, c'est vraiment un plan d'investissement beaucoup plus élevé et lui avait plus l'habitude de faire des investissements linéaires sur les soldes et quand on a travaillé ensemble, on a investi le premier jour 35% de son budget global de la période, vraiment le premier jour, ce qui a permis de toucher un maximum de monde, d'avoir des performances vraiment excellentes sur ces soldes-là et pendant le milieu des soldes, d'avoir un investissement plus faible, de continuer à nourrir notre funnel pour préparer encore mieux la fin des soldes qui est aussi le dernier temps fort où on a plus de FOMO, donc la peur de passer à côté. Et du coup, les gens ont beaucoup plus converti. On a eu un deuxième pic de vente qui a été pratiquement aussi fort que le premier jour, ce dernier jour des soldes, parce qu'on a vraiment tout travaillé pendant toute la durée des soldes. Le point le plus important selon moi dans cette partie, c'est que la pub sert à accompagner la demande. En interne, pour illustrer cette idée, on utilise souvent la même métaphore. C'est qu'un voyage va beaucoup plus vite quand vous êtes concentré sur ouvrir une grande voile quand il y avait du vent, plutôt que d'essayer de ramer plus vite quand la mer était calme. Le travail d'un bon média buyer, c'est d'identifier dès le début de l'année les moments où le vent va souffler, via des saisonnalités extrinsèques, comme Noël ou les soldes, et des saisons intrinsèques, comme des moments où vous lancez des nouveaux produits. La meilleure façon de comprendre ça de façon pratique, c'est de regarder la gestion d'un Q4. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet qui va s'afficher ici. Elle vous expliquera comment utiliser chacun des canaux au bon moment quand vous préparez une période forte. Et vous pouvez réappliquer ces logiques pour n'importe quel type de saisonnalité. Maintenant, zoomons sur un cas pratique du marketing digital, celui du plafond de verre. Ça, c'est une problématique qui existe depuis très longtemps, ça fait longtemps que beaucoup de gens se posent la question, savoir est-ce que quand je suis sur Meta, je suis pas en train de tourner en rond sur les mêmes audiences. Et ça, en fait, un truc que je recommande très souvent à des clients, à des prospects de regarder pour, en fait, justement, avoir une meilleure vision sur est-ce que je tourne sur les mêmes audiences ou pas, c'est 3 métriques. Bon, les impressions, bon, ça c'est assez basique. Le reach, donc le reach, en fait, c'est le nombre de personnes uniques touchées. Et en fait, vous voulez quand même qu'il y ait une certaine cohérence entre votre investissement et le nombre de personnes uniques que vous avez touchées. Donc ça, nous, on le mesure avec un indicateur qui s'appelle le CPMU, donc le coût pour 1000 impressions uniques, donc le coût pour montrer 1000 fois la pub à des personnes uniques, donc on ne compte pas les doublons. Ça, c'est très intéressant pour diagnostiquer des cas où on investit beaucoup plus, mais en fait, on ne touche pas plus de personnes, ce qui fait qu'en fait, on va avoir le coût, le CPMU, qui va en fait skyrocketer. Donc ça, c'est une très bonne métrique à mesurer pour vérifier qu'on n'est pas en train de tourner en rond sur les mêmes audiences. Et après, un autre truc qui est encore intéressant, qui touche au reach, c'est ce qu'on appelle le reach incrémental. Donc le reach incrémental, c'est simplement de regarder, je regarde du semestre 1 2023, je regarde combien de personnes j'ai touché. Ensuite, je regarde le semestre 1 au semestre 2, enfin les 2 semestres de l'année. Je regarde combien de personnes j'ai touché au total sur toute la période. Et ensuite, je retranche le nombre de personnes que j'avais déjà touché au semestre 1 au total que j'ai touché sur les 2 semestres. Et ça me permet de savoir combien de personnes en plus je suis allé toucher sur le deuxième semestre. Donc ça, c'est le reach incrémental. On peut le faire par semestre, par mois, par semaine, comme on veut. Mais ça, en fait, c'est très utile pour s'assurer que on continue de trouver de nouvelles personnes quand on diffuse nos pubs sur les réseaux. Alors, inversement, si en fait le reach incrémental il devient très très faible, c'est plutôt mauvais signe parce que ça veut dire qu'on continue de tourner sur les mêmes personnes. Sur Sonology, un client qui fait des panneaux solaires plug and play, qui était un des premiers à se lancer, on a vraiment senti la montée en puissance de la concurrence. Donc au fur et à mesure de la collab, on a dû vraiment asseoir notre image de marque en s'appuyant sur des campagnes plus haut de funnel, sur Meta principalement, mais également sur Google. Donc sur Meta, on a mis en place des campagnes de couverture, des campagnes de vue de vidéo pour vraiment alimenter notre haut de funnel et continuer à ce que les gens voient Sonology. Et quand ils pensent panneaux solaires, ils pensent Sonology, ce qui est hyper important parce que c'est une décision qui est assez longue. Et s'ils pensent panneaux solaires, ils pensent Sonology, c'est une victoire pour nous et ça sera plus simple de les convertir au moment où eux seront prêts à passer à l'achat. Donc si j'ai un conseil, c'est de pas oublier de nourrir votre haut de funnel, sinon vous allez finir par tourner en rond sur votre bas de funnel, sur votre audience la plus chaude et votre business ne va jamais scaler parce que vous allez tourner sur la même audience. Donc investissez bien sur le milieu et le haut de funnel pour continuer à alimenter tout votre bassin d'audience et vous permettre de scaler au fur et à mesure. En d'autres mots, la plupart des plafonds de verre s'expliquent par le fait que les annonceurs veulent être trop héroïstes. Ils préfèrent tourner en rond avec des campagnes de conversion qui ne touchent plus de nouvelles personnes, plutôt que d'activer des campagnes de considération dont ils ont peur que ça dégrade la rentabilité de leurs investissements. Bon, en fait, si on veut être rigoureux, c'est pas exactement ça. Il y a 2 autres types de plateaux un peu plus précis. J'en parle dans cette vidéo-là. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Je vous parle du cas précis des annonceurs trop héroïstes parce que c'est celui qu'on voit le plus souvent. En gros, les petites marques adorent se foutre de la gueule des grosses en voyant les montants qu'elles dépensent dans des campagnes de branding. Sauf que malheureusement, c'est une étape nécessaire quand on a cueilli toutes les conversions faciles. Et si vous le faites bien, vous pouvez totalement garder un CAC stable. Maintenant, on va faire un zoom sur les 2 régies principales de l'acquisition en ligne. Google et Meta, sur lesquelles il y aura à chaque fois 3 points.
ce qu'on recherche avant tout quand on fait de la pub sur Google, c'est un alignement des intérêts. Intérêt de l'annonceur évidemment, intérêt de Google et intérêt de l'utilisateur final. Si l'utilisateur final trouve ce qu'il veut, et ben Google est content, il a ce qu'il veut. Et si Google a ce qu'il veut, et ben il donne à l'annonceur ce qu'il veut, c'est-à-dire des clics pas chers. Et donc en fait ça se manifeste très bien par la logique de quality score, ou niveau de qualité en français, qui est en fait une note sur 10 qui est donnée à des mots-clés dans des ensembles dans des groupes d'éléments, qui en fait mesure justement la qualité du match entre la requête de l'utilisateur et à la fois ce qu'il va trouver une fois qu'il sera sur le site web. Et c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment chercher à justement aligner les intérêts et donner à l'utilisateur final ce qu'il a envie de trouver quand il tape une recherche. Il faut essayer de coller à des intentions de recherche quand on fait de la pub sur Google. Et c'est ça qui, à la fin, amène à une vraie baisse des coûts par clic, parce qu'en fait, il y a une formule qui est souvent partagée, qui est coût par clic égale ad rank, donc en gros tout ce qui va être lié à votre enchère, divisé par le quality score. Ce qui veut dire que plus votre quality score il est élevé, plus vous allez diminuer votre coût par clic. Et plus en plus vous allez être compétitif face aux autres annonceurs. Ça rejoint la stratégie au global de Meta Ads, à savoir l'intelligence artificielle. Être moins dans le micro, dans les mots-clés, en expression exacte et en requête exacte. Prendre de la hauteur, laisser l'algorithme déterminer de manière la plus optimale possible les requêtes sur lesquelles on peut se placer. Évidemment, à prendre en compte en fonction du secteur d'activité, mais ça c'est le premier point et ça permettra ensuite de personnaliser les messages, de faire des A/B tests sur les offres, sur le site et de prendre de la hauteur sur le funnel. Le meilleur conseil sur Google Ads, c'est lancer, tester une DSA. Donc le principe de la DSA, c'est de donner la liberté en gros à l'algorithme de choisir les requêtes sur lesquelles il va se placer en fonction des landing pages de votre site, donc de toutes les pages du site. Cette campagne-là, elle va permettre, donc bien maintenue, parce qu'il y a beaucoup d'exclusions à faire, surtout au départ, mais en tout cas bien maintenue, cette campagne, elle va permettre de mettre en lumière certaines requêtes déjà sur lesquelles on ne pense pas forcément que c'est pertinent de se positionner, et surtout les landing pages de notre site qui sont finalement pertinentes et qui convertissent. C'est notamment souvent le cas quand il y a un blog qui est bien fourni, où en fait on arrive finalement à voir qu'on convertit sur des articles de blog via la DSA. Ce que je fais quand j'audite un compte Google, c'est que je vais regarder les mots-clés qui ont fait par exemple plus de 100 impressions et qui ont fait moins d'une conversion. Donc généralement c'est des mots-clés sur lesquels en fait tu t'aperçois que tu dépenses énormément, tu imprimes beaucoup donc ça te coûte très cher, tu fais pas de conversion donc c'est des mots-clés inutiles, donc il y a un mauvais tri des mots-clés. Une erreur fréquente sur Google Ads, c'est de cibler une zone géographique en présence ou intérêt. Donc ce qu'on recommande, c'est de toujours cocher la petite case juste présence et pas présence ou intérêt. Parce que si on coche présence ou intérêt, on va cibler des personnes qui font des recherches sur la France alors qu'en fait elles sont totalement dans d'autres pays et qui du coup ne sont pas dans la zone de chalandise d'une marque française qui vend qu'en France par exemple. Donc encore une fois, ça dépend forcément du business, mais globalement, il faut toujours veiller à ce que la bonne option soit cochée, présence ou intérêt ou présence, et la plupart du temps, la plus pertinente c'est vraiment présence parce qu'on veut cibler que les personnes qui sont présentes sur le territoire où on vend, donc dans la zone de chalandise. Le classique de Google, c'est se positionner sur les requêtes de marque. Vous avez une marque de vêtements, si vous achetez le mot-clé de votre marque, oui, vous allez être rentable, mais c'est pas l'objectif de Google Ads. Le but, c'est d'aller chercher des requêtes de personnes qui n'avaient pas prévu d'acheter chez vous. Et une erreur fréquente qu'on voit sur beaucoup de comptes Google, qui était aussi le cas sur Sonology. En fait, généralement, sur votre compte, vous allez avoir une campagne marque pour vraiment défendre votre nom de marque et pouvoir passer d'autres messages grâce à la publicité plutôt que votre référencement naturel. Mais votre campagne d'acquisition, vous voulez qu'elle aille chercher vraiment des nouveaux clients sans vous baser sur votre nom de marque. Donc, erreur à ne pas faire, c'est de ne pas exclure votre nom de marque de vos campagnes d'acquisition globale. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui a un peu connu une deuxième vie, une renaissance avec les campagnes PMax, puisque ça nous arrive encore souvent sur PMax, qui regroupe pas mal d'inventaires différents, de retrouver, quand on va dans les insights de termes de recherche, de regarder et de voir qu'en fait, la majorité des clics achetés et des conversions aussi, enfin je dis la majorité, mais parfois c'est l'exclusivité des conversions, viennent en fait des mots-clés de marque. Donc c'est quelque chose qui commençait à être un petit peu vu et revu sur la partie search, mais en fait ça continue d'être quelque chose qui existe beaucoup sur la partie PMax. Et nous on a vu beaucoup de marques arriver chez nous, dépenser énormément en PMax sur des positionnements de marque. Forcément c'est un truc qu'on corrige très vite, il faut accepter en fait la difficulté à avoir des bons CPA quand on va aller sur des requêtes plus génériques, beaucoup moins bas de funnel. Il faut accepter cette difficulté-là parce que c'est ça qui fait de la croissance pour le client. Donc ça nous donne des moins bons chiffres à reporter au client, mais on lui explique. Et après quand il voit ces chiffres augmenter, là forcément ça va mieux.
Quelque chose sur Google qui est souvent négligé par les annonceurs, c'est la qualité de leur catalogue produit, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'annonceurs qui se contentent en gros d'installer une application, qui fait un flux shopping et puis ils lancent leur campagne Google Ads et ça s'arrête là. En réalité, c'est hyper important de travailler son flux, travailler le nom des produits, les images, la description, etc. parce que c'est ce qui fait que vous allez ressortir au bon endroit devant les bonnes personnes. Je donne un exemple que j'ai vu là sur un client concret. Par exemple, on a mis les avis clients sous les fiches shopping, c'est-à-dire que c'est pas là par défaut, il faut l'activer. Il y a aussi des conditions, genre faut avoir 50 notes par produit, etc. Mais ça c'est assez game changer, notamment au niveau du CTR. Là, j'ai fait l'exemple sur un client qui ne l'avait pas. En l'espace de une semaine sur du shopping, il est passé de 1,5 à 2,7% de CTR juste avec ce changement-là. Quand tu analyses concrètement le compte à proprement parler dans les campagnes, tu as tous les produits qui sont forcément dans les flux et tu as certains produits qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres et pour autant la dépense n'est pas allouée sur ces produits et focalisée sur ces produits et c'est la raison pour laquelle il y a aussi un travail à faire et une analyse à faire dans le flux produit, juste au-delà de l'optimisation à proprement parler, de se dire quels sont les produits qui sont rentables, quels sont les produits qui nous coûtent de l'argent et qui aujourd'hui ne permettent pas de convertir. Au-delà en fait du ciblage avec de la liberté entre guillemets pour l'algorithme, il y a quand même un besoin de personnaliser et c'est pour ça que chez Kudak, on personnalise les catalogues dynamiques avec Channable, avec les flux pour personnaliser les produits qui sont poussés, les catégories de produits, les produits que ce soit en termes de stock, marge, plus-value, capacité et scaling, tout simplement parce que c'est là-dessus qu'on a moyen en fait d'affiner au mieux le message marketing au-delà du ciblage précis. Voilà, donc sur Google, on aurait vraiment pu partir sur un niveau de complexité plus important. On le fera peut-être plus tard. Mais ce que vous venez de voir, ce sont les erreurs qu'on voit vraiment le plus souvent chez des annonceurs qui sont même très matures. Ils comprennent pas que Google est plus fort qu'eux, à condition de lui donner les bons éléments, comme entre autres un bon flux produit et un média buyer qui vient corriger les erreurs, comme par exemple le fait de ne pas exclure sa marque. Pour le flux produit, vous avez peut-être entendu mentionner Channable. C'est l'outil qu'on utilise chez Kudak. Ça permet de faire des trucs assez cool comme le regroupement des produits selon leur performance en automatique. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en profiter. Maintenant, on passe à Meta. Une erreur qu'on va souvent remarquer quand on audite des comptes méta, c'est de faire des tests dans beaucoup de campagnes différentes avec une structure qui n'est pas du tout claire. Et du coup, pour l'analyse, la lecture des résultats et le scaling derrière, c'est très compliqué. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir vraiment une structure de compte claire, de faire vos tests dans une campagne soit dédiée, soit dans votre campagne principale, parce que l'algo va avoir vraiment un apprentissage au niveau de la campagne, au niveau du ciblage, si vous utilisez les ciblages et pas les ciblages Advantage Plus, qui sont vraiment le ciblage global. Donc vraiment de faire vos tests à un seul endroit pour que l'algo puisse continuer à apprendre au fur et à mesure de tous vos tests et mieux s'optimiser par la suite. Et sur la partie e-commerce, ce que je conseillerais vraiment, c'est d'arrêter tout ce qui est ciblage target, vraiment target de ciblage bien précis, vraiment aller sur du très large et aller tester tout ce qui est catalogue produit, notamment avec l'utilisation de Chainable qui peut te permettre vraiment de maximiser tes performances là-dessus. Et tout ce qui est ciblage laser, les intérêts, etc. Moi personnellement, je ne le fais plus du tout. Ça peut donner l'impression que du coup, il n'y a plus grand chose à faire dans le BM. Tout le travail aussi d'un performance manager, c'est de comprendre que c'est pas juste toucher des boutons dans un business manager. C'est aussi de prendre de la hauteur, de penser à d'autres choses, de travailler des landing pages, de travailler des offres, de dépenser au bon moment, etc. Et même d'aller tester tout ce qui est instant expérience, c'est les formats un petit peu plus dynamiques de Meta, qui permettent vraiment d'avoir une sorte de landing page sans quitter la plateforme Meta. Et généralement, tes taux de conversion sont beaucoup plus importants là-dessus. Toujours tester sur n'importe quel compte la campagne ASC. C'est une campagne qui est vraiment nourrie par l'intelligence artificielle. Donc on laisse l'algorithme et l'intelligence artificielle décider du ciblage de la campagne. Et en général, ça fonctionne très très bien sur les comptes. Mais de laisser finalement broad, comme on dit, donc un ciblage large et de laisser l'algorithme lui-même apprendre et décider à qui il va diffuser les ads. Sur un client en génération de lead B2C, on a mis en place une structure de test créa un peu spéciale, on va dire, qui respecte pas en tout cas les guidelines de Meta en général, qui est d'avoir les apprentissages vraiment dans une campagne, dans un ad set, de mettre toutes les créas à ce moment-là. Moi, j'avais la problématique de vouloir dépenser un peu sur toutes les créas pour vraiment avoir l'apprentissage de toutes les créas. Est-ce qu'elles marchaient vraiment bien avec un budget dépensé? Donc, ce que j'ai mis en place, c'est une campagne en ABO, donc où le budget est optimisé au niveau du ciblage. Mon ciblage est resté large, mais dans chaque ciblage, donc dans chaque broad, j'avais une seule créa sur laquelle je mettais un budget pour pouvoir la tester. Et si cette créa marchait bien, j'augmentais le budget jusqu'à ce qu'elle performe un peu moins bien. Si elle marchait pas, du coup, je pouvais réduire le budget jusqu'à couper la créa. Mais ce que je faisais, j'avais aussi une campagne principale. Dès qu'une créa marchait bien, j'allais la placer dans ma campagne principale, ce qui me permettait d'avoir une campagne vraiment fil rouge et qui me permettait vraiment d'avoir une dépense constante, voire en augmentation suivant les performances, et d'y ajouter une campagne un peu de testing et de scaling en même temps, qui a permis de passer une étape supplémentaire sur ce compte-là. Et cette technique était couplée avec le CPL cible que j'implémentais directement dans le Business Manager pour un peu contraindre l'algo
à nos objectifs et qu'il puisse dépenser uniquement s'il sait qu'il allait atteindre ces objectifs-là. Et ça a vraiment permis de stabiliser le CPL sur ce compte-là. Donc si vous avez l'occasion de tester le CPL cible ou le CPA cible si vous êtes plus sur la partie e-commerce, je vous le conseille. Je vois beaucoup d'erreurs. Celle que je vois le plus souvent, c'est les exclusions qui sont pas faites ou alors tous les ciblages qui sont regroupés entre eux. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont ajouter du lookalike, du visiteur, des interactions Facebook, Instagram, tout ça qui est regroupé dans la même audience. Sauf que le problème avec ça, c'est que si un jour ton audience elle vient à ne plus fonctionner, en fait tu vas plus savoir si c'est ton lookalike, si c'est ton interaction Instagram ou si c'est tes visiteurs du site qui fait que la balance elle penche en négatif, quoi. Donc ça, c'est vraiment une des erreurs très fréquentes qu'on voit sur les comptes, quoi. Après, il y a tous ceux qui font pas d'exclusion et du coup, maintenant, avec toutes les campagnes ASC, tu peux voir quel pourcentage du budget est poussé sur les clients existants, donc sur ta base de données actuelle. Et le problème, c'est que du coup, il y a très peu de clients qui font des exclusions. Et en fait, tu te rends compte quand tu regardes ce détail de segment d'audience que la majorité de ton budget, donc généralement, c'est entre 70 et 80% du budget, il part sur une clientèle existante qui va te coûter sur Meta beaucoup plus cher que si tu faisais juste simplement des campagnes emailing sur cette base de données-là, quoi. Une autre erreur fréquente, notamment sur Meta, c'est des campagnes d'acquisition, donc qui sont faites pour acquérir de nouveaux clients, qui n'excluent pas la base de données des clients existants. Et le problème de ne pas avoir d'exclusion, c'est qu'on se rend compte que tout ce qui est mis en place et tous les clients qu'on arrive à atteindre ne sont que les clients existants et pas de nouveaux clients. Il faut surtout bien exclure la base de données clients et les clients existants des campagnes d'acquisition parce que ces personnes-là vont être des personnes forcément beaucoup plus faciles à faire reconvertir, donc à racheter, et c'est des personnes qui vont pouvoir être ciblées dans des campagnes qui sont vraiment dédié à ça, sur lequel il y a un budget spécifique qui est alloué. En fait, si on bride pas l'algorithme, si on lui donne pas des consignes au niveau des audiences, ce que Meta va faire, c'est qu'il va faire au plus simple. Donc il va souvent montrer des ads à vos clients existants. Or, ça n'a pas vraiment de sens parce que du coup, vous payez pour des gens qui vous connaissent déjà, qui ont déjà acheté chez vous, et ça coûte cher. Il y a d'autres façons plus faciles de les contacter, c'est-à-dire faire du SMS, envoyer un email. Ce qu'on devrait faire de façon générale en agence, c'est faire de l'acquisition client pour la croissance de nos clients. Je pense qu'on y gagnerait à se concentrer encore plus que ce qu'on était en 2024 sur le scroll stopper et le hold rate, la capacité réellement à attirer l'attention dès les 3 premières secondes et à maintenir ça à plus de 15 secondes, tout simplement parce qu'on se rend compte en analysant tous les comptes et les dizaines de millions d'investissements que les annonceurs qui arrivent à capter l'attention et à la retenir sont aussi de manière corrélée les annonceurs qui arrivent à faire le plus convertir via leur créa. Si j'ai un conseil à vous donner sur Meta, c'est de tester un maximum de choses, principalement au niveau des créas, de pouvoir avoir un volume de créa à tester au fur et à mesure. Donc ça, c'est le cas sur Google, sur TikTok, sur Pinterest, sur Snapchat. Tester vraiment un volume de créa assez conséquent et faire des petites variantes. Changer le hook, donc les 3 premières secondes de votre vidéo, pour tester une accroche différente, même si le corps après de la vidéo reste la même, mais pour pouvoir augmenter un peu le nombre de personnes qui vont s'arrêter sur votre vidéo, et si votre message après est percutant, et pouvoir améliorer toutes les performances de vos publicités et donc in fine avoir un chiffre d'affaires qui va être grandissant. Et un autre conseil, c'est de ne pas se fermer aux guidelines Facebook et de suivre uniquement ça. Par exemple, ce que j'aime bien mettre en place sur les clients, moi c'est une campagne de testing avec une créa par ad set, donc une créa par broad à chaque fois, et ça c'est vraiment le contraire de ce que recommande Facebook, sauf que moi sur plusieurs comptes ça m'a permis de vraiment tester un volume de créa plus conséquent, de scaler les budgets sur les créas qui marchaient bien et du coup de scaler le compte et les performances au global de cet annonceur-là. Au niveau des landing pages, on a essayé plusieurs landing pages et essayé d'avoir aussi une cohérence avec la créa et à la fois la landing page. Donc par exemple, on allait mettre en avant une créa où on faisait un comparatif entre 2 produits et ensuite dans la landing page, on allait reparler de ça exactement, le comparatif, mais de manière plus poussée. Et en faisant ça, cette cohérence à la fois avec la landing page et à la fois avec la publicité, on a réussi aussi à avoir des bien meilleurs résultats, donc à baisser le CPA sur nos campagnes publicitaires. Une des actions les plus game changer qu'on a mis en place, nous, sur un des clients que j'avais en coaching, c'était un client qui faisait du lead en local, et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a commencé à vraiment spécifier à chaque fois le nom de la ville à l'intérieur de la créa et faire un split par à chaque fois le pays ou la ville sur laquelle on allait cibler. Par exemple, on allait dire ce service dans
cette ville. Et on mettait à la fois un ciblage sur la ville et à la fois un ciblage dans la créa. Donc on mettait soit le panneau de la ville, soit directement le nom de la ville. Et avec ça, on avait eu des très bons résultats au niveau des CPA. Je crois qu'on avait presque divisé par 2 les CPA grâce à cette méthode. La créa, ça peut être testé aussi avec TikTok et Instagram Reels. L'idée, c'est d'aller tester tous les formats qu'on pourrait mettre en format publicitaire directement en organique. Et les formats qui fonctionnent le mieux sont souvent des formats qui vont générer de la performance sur les publicités Meta et même Google si vous faites du YouTube Short. Donc c'est toujours intéressant d'aller tester tous ces contenus organiques pour ensuite les déployer, ceux qui fonctionnent le mieux en ads. Alors vous aurez compris, sur Meta, l'approche n'est pas si différente de celle de Google. L'algo optimise et le media buyer corrige. La seule grosse différence, c'est la créa, qui nécessite un peu de réflexion. Si vous voulez rentrer plus en détail sur le sujet, on a Mélina, notre lead créative, qui a fait une masterclass sur le sujet. Vous pourrez me retrouver aussi en introduction, comme ça vous serez pas perdu. Elle est disponible là. On passe à une partie extrêmement importante en acquisition, c'est le tracking. Quelque chose qui est important, mais ça on le dit assez, mais j'insiste parce qu'en plus c'est une partie de mon métier, c'est vraiment la partie tracking. Aujourd'hui c'est de plus en plus dur d'avoir des données de qualité. Or en fait ces données de qualité c'est celles qui vont driver finalement toutes vos performances à venir, parce que quand vous recevez en gros entre 90 et 100% de vos événements, vous êtes capable d'attribuer aux bonnes pubs, etc., au bon format ce qui se passe vraiment en termes de perf. Et surtout, ces datas-là vont servir aussi pour finalement alimenter les algorithmes sur d'autres choses. Donc je donne un exemple concret. Si vous avez par exemple un objectif d'achat, on va dire pour un e-commerçant, donc vous avez une note sur le gestionnaire d'événements de Meta qui est associée, plus vous allez envoyer d'infos utilisateurs, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'email, le téléphone, etc., plus la note de l'événement va augmenter, et donc plus facilement Facebook va réussir à trouver des clients qui ressemblent à ces gens-là, etc., et donc plus les potentielles audiences genre de lookalike qu'on va faire à côté vont être pertinentes. Donc c'est hyper important d'avoir de la data de qualité pour pouvoir en tirer des insights et surtout pour pouvoir scaler des comptes. Sur LearnyLib, qui est une entreprise qui fait de la formation pour les professionnels de santé, on avait un problème, c'était de savoir de quelle filière on vendait les formations. Et du coup, ce qu'on a mis en place grâce au tracking, c'est un paramètre d'événement personnalisé qui, moi, m'a permis après, dans le Business Manager, de créer des conversions personnalisées et pouvoir utiliser ces conversions personnalisées pour optimiser mes campagnes et surtout en lecture des campagnes pour savoir quelle campagne générer, quel type d'achat, en tout cas sur quelle filière des achats. Et du coup, ça a vraiment changé le pilotage du compte parce qu'on a remarqué que certaines campagnes qui étaient sur une typologie, par exemple dentaire, allaient faire aussi des ventes sur d'autres filières, par exemple kiné. Et du coup, le pilotage a été beaucoup plus simple et ce que j'ai fait ensuite, j'ai optimisé l'algo sur les événements d'achat dentaire pour les campagnes dentaires. Et du coup, l'algo s'est optimisé au fur et à mesure des mois sur cet événement-là et il fait pratiquement plus que des achats dentaires. Et idem pour les autres filières avec leur événement dédié par filière. Ce qui peut être game changer sur un client, c'est la refonte du tracking avec du coup un setup qui serait server-side. Par exemple, sur Pomiol, donc c'est une marque de compléments alimentaires et de cosmétiques, c'est un tout nouveau site web et un nouveau tracking qui a été mis en place, donc un setup server-side comme je disais avant. Et on l'a tout de suite remarqué d'un mois à l'autre en fait à partir de la mise en ligne du nouveau site et du tracking bien sûr, on a tout de suite vu que les algorithmes apprennent plus vite, qu'on arrive à mieux performer sur les campagnes notamment qui s'optimisent avec l'IA, notamment par exemple l'ASC+ sur Meta. Et donc on voit que c'est game changer et que le taux de conversion augmente largement. Au cas où vous auriez pas bien compris ce qu'est le tracking server-side, je vous explique. En fait, par défaut, votre tracking s'enclenche sur le navigateur des utilisateurs, via le cookie de navigation. Sauf que sur Internet, il y a plein de technologies, comme les adblockers ou l'ITP, qui empêchent de récolter cette donnée et de l'envoyer à Meta pour que les algorithmes s'optimisent. Avec GTM server-side, vous pouvez contourner ces restrictions en possédant votre propre serveur de tracking, ce qui permet d'augmenter le nombre d'événements tracés et donc de donner plus de nourriture aux algorithmes. Attention, c'est pas comme l'API de conversion, c'est une autre façon spécifique de paramétrer la remontée des événements. C'est un standard de marché et pourtant il n'y a que 15% des annonceurs qui sont équipés de cette technologie. C'est un service qu'on propose d'ailleurs chez Kudak. Et si ça t'intéresse, tu peux te rendre sur le lien en description. Tu pourras discuter avec quelqu'un de l'équipe de Jules, que tu as déjà vu dans cette vidéo, qui te fera un audit de ta situation tracking. Maintenant, on va passer à des conseils un peu plus high level. Une de nos marques de fabrique chez Kudak, c'est d'essayer de constamment avoir le plus de hauteur de vue possible sur la machine d'acquisition de nos clients. Et donc d'identifier les cas où ce sont des facteurs extra-publicitaires qui limitent le scaling d'une machine d'acquisition. Le meilleur conseil méta que je trouve pertinent en 2024 par rapport à l'évolution de Meta Ads, ça serait d'analyser et d'optimiser les campagnes avec l'équation de croissance d'un e-commerce. À savoir combien on fait venir de personnes sur un site, combien en pourcentage il y en a qui convertissent, à quel panier moyen et surtout est-ce qu'ils reviennent. Et en ayant cette approche et ce funnel très complet, on peut comprendre avec les différentes étapes du funnel là où il faut qu'on progresse, là où il y a des axes d'amélioration, en prenant de la hauteur et en optimisant chaque étape du funnel, que ce soit avec la donnée plateforme, mais aussi la donnée du site, que ce soit du GA4 ou avec la donnée très CRO et optimisation avec des A/B tests
au sein du site. Et sur certains clients e-commerce, nous, chez Kudak, on a quand même un côté aussi de conseiller. Donc, du coup, on va regarder un petit peu le site internet, les taux de conversion. Moi, ce que je fais beaucoup avec mes clients, c'est que j'installe Hotjar ou Microsoft Clarity et je vais regarder comment est le parcours utilisateur, à quel moment il y a un problème. Et à partir de ce moment-là, on prend des décisions, on met en place des recommandations UX qui va nous permettre d'améliorer ce parcours utilisateur et donc le taux de conversion. Concernant Google Ads, ça rejoint la stratégie au global de Meta Ads, à savoir l'intelligence artificielle. Être moins dans le micro, dans les mots-clés, en expression exacte et en requête exacte. Prendre de la hauteur, laisser l'algorithme déterminer de manière la plus optimale possible les requêtes sur lesquelles on peut se placer, à prendre en compte en fonction du secteur d'activité. C'est pas une généralité, mais ça c'est le premier point et ça permettra ensuite de personnaliser les messages, de faire des A/B tests sur les offres, sur le site et de prendre de la hauteur sur le funnel. Ce qui a aussi d'important, c'est réfléchir à comment on a l'opportunité d'augmenter le panier moyen. C'est ça aussi qui va nous permettre de générer de la croissance in fine. J'ai un exemple tout bête où sur un de mes clients, en plus de tout ce qu'on a fait en stratégie d'acquisition payante sur chacune des régies, on a fait des optimisations sur le site. On a mis de petites choses en place simplement pour inciter à avoir un panier moyen un peu plus élevé et ça a changé et fait toute la différence parce que la stratégie d'acquisition venait prendre le relais avec les actions qu'on a mis. Et donc c'est la raison pour laquelle la croissance est devenue encore plus importante à ce moment-là. Donc je dirais que c'est bien de penser à l'acquisition de nouveaux clients, c'est bien de penser à sa stratégie payante, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour et chez Kudak on est là pour ça, de travailler 360 sur la stratégie growth. C'est bien de le faire main dans la main avec les clients et c'est comme ça qu'on arrive à faire des actions game changer comme celle-ci, quoi. Maintenant, on va faire un focus particulier sur les business qui vivent de la génération de leads. On dit souvent que le travail des agences, c'est de ramener des leads et que ça s'arrête là. Or, moi, je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'il faut travailler la qualité des leads et surtout, il faut se mettre d'accord avec le client, comprendre comment les prospects sont rappelés, à quel timing, etc. pour donner un chiffre concret. Il y a des études qui ont montré l'impact de la rapidité du traitement du lead, qui a un gros impact sur la conversion finale. Donc, en fait, moi, ce que j'essaie de faire avec mes clients en lead gen, c'est surtout de briefer leurs équipes commerciales et de créer des pipes qui sont cohérents pour qu'en gros, on rappelle le plus rapidement possible les prospects. Avec un de mes clients en lead, de Skello, on a fait un export de tous nos leads KO, en gros, qui va nous permettre en fait de savoir pourquoi les leads qui ont converti sur Meta derrière ne sont pas des bons leads. Et du coup, on a tout ça qui est reporté par campagne, par ad set. C'est ce qui me permet derrière de prendre des décisions sur mes campagnes. Donc du coup, j'ai beaucoup plus de visibilité. Alors, par exemple, si je regarde tout octobre mes KO Reasons et que je vois par exemple que la majorité c'est cible trop jeune, mais du coup, c'est qu'il faut que je revoie mon ciblage sur Meta et que je fasse des améliorations là-dessus, quoi. Pour la partie vraiment lead, j'aurais comme conseil de tester beaucoup de landing page. Pour moi, c'est ce qui marche énormément et analyser vraiment ce qui se passe une fois que le lead est passé. Pas juste arrêter à j'ai fait un lead, c'est bien. Aller regarder derrière comment ce lead il est converti, s'il devient SQL et un lead derrière qui convertit ou non, et si c'est pas le cas, pourquoi. Pour les prochains mois concernant Meta Ads, je pense qu'il y a un gros intérêt à diffuser des publicités sur Meta Ads en prenant en compte ce qui se passe en dehors de la publicité et notamment avec les conversions offline. Exemple concret et précis, que ce soit pour de l'e-commerce, donc toutes les personnes qui voient des publicités et qui se déplacent en boutique physique pour acheter les produits, ou alors, et c'est ce qu'on fait aussi avec du B2B, toutes les personnes qui rentrent dans le funnel, qui passent via un webinaire ou via un questionnaire et qui sont ensuite closées, entre guillemets, avec des sales dans un deuxième rendez-vous, évidemment offline. Et la grosse plus-value, selon moi, qui permet d'ajouter ça sur Meta Ads, ça serait de pouvoir avoir en fait une vision et une impact concrète, réel des ads avec la vision offline. Avant de passer à la partie suivante, je fais un petit zoom sur les conversions offline. C'est l'ensemble des technologies qui permettent de reconnecter une data qui n'a pas été traquée directement en ligne avec une campagne de publicité spécifique. Ça permet par exemple d'associer une campagne Facebook avec un lead closé et pas juste un lead généré, ou également de s'en servir pour réattribuer des achats en boutique à une campagne en particulier. C'est une technologie sur laquelle Meta investit beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir le 4e chapitre de ma conférence faite récemment chez eux, ça s'affichera là. On vous présente aussi le taf qu'on a fait sur Lunettes pour tous avec cette techno. Ça vous permettra d'y voir plus clair. On passe au tout dernier chapitre de cette vidéo, on va enfin arrêter de parler de Meta et Google, on va parler des autres. En fait, pour moi, c'est un secret pour personne que, en termes de social ads, c'est vraiment Meta qui trust la première position de loin au niveau algorithmique, etc. Enfin, c'est le levier en social qui est le plus facile à scaler par rapport aux autres. Tout le monde est sur Meta, ou en tout cas une grande partie des gens. Mais il y a aussi des gens qui vont pas forcément être touchés par nos campagnes sur Instagram ou sur Facebook. Ce qui est intéressant, en fait, d'aller faire du TikTok ou du Snapchat, par exemple, c'est d'aller chercher, du coup, ces utilisateurs que potentiellement on va pas toucher sur d'autres leviers. Ces leviers-là, ils ont des coûts de diffusion qui sont un peu moins élevés, voire beaucoup moins élevés. Donc là, on parle de CPM, en gros. Et donc, c'est intéressant d'aller lancer ces leviers-là aussi pour permettre, du coup, d'augmenter le volume
tout en dépensant pas forcément beaucoup plus. Dans le sens où des fois sur Meta, on se rend compte qu'il y a un plafond de verre, c'est-à-dire que je vais pouvoir monter mon budget, etc. Au bout d'un certain moment, je vais monter mon budget, finalement mes résultats vont vraiment exploser en termes de CPA ou mon ROS va descendre. On va pas être satisfait des résultats et des fois ça peut valoir le coup finalement de prendre une petite partie de l'enveloppe, de la mettre sur d'autres régies pour essayer, pour voir en gros ce que ça peut donner. J'utilise TikTok, Snap et Pinterest pour certains de mes clients. Je dirais que c'est des plateformes qui ont des utilisations qui sont complètement distinctes, dans le sens où Pinterest est beaucoup plus un canal inspirationnel, comme peut l'être TikTok et Snap. TikTok qui tend de plus en plus à être un nouveau moteur de recherche sur lequel on a envie d'aller justement chercher l'information au travers de vidéos, de contenu, plus que dans le search maintenant quand on va lire un article de blog ou qu'on va chercher du contenu. Donc c'est des canaux que j'utilise, qui ont pour moi des consommations qui sont différentes, et c'est la raison pour laquelle il faut les exploiter un peu différemment, notamment en termes de créa et de contenu. Snapchat, je dirais que c'est un levier qui est quand même sous-estimé. Tout le monde dit c'est réseau de jeunes, fait des snaps, tout ça, mais en fait c'est un réseau qui est tellement sous-estimé par les personnes qu'en fait pas très cher. T'as pas beaucoup d'annonceurs là-dessus, donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment aux marques de se mettre sur, au moins de tester avec un petit budget Snapchat. Et par contre ce que je conseille vraiment sur Snapchat, c'est vraiment de faire des créas très organiques, faire comme si tu envoyais un snap à une amie, ou faire comme si vraiment toi en train de parler de ton produit comme une UGC en fait, quelque chose de très organique, très réel. Et c'est ce qui marche énormément, puisque sur Snapchat en fait les pubs elles vont apparaître au moment où tu vas regarder tes stories en gros, ou quand tu vas te balader sur le format un petit peu comme les formats Reels sur Instagram, et du coup il faut que ça aille avec ton fil d'actualité, et pour que ça aille il faut que ce soit énormément organique. Donc ça c'est vraiment le conseil que j'ai sur Snap quoi. Une erreur, ou en tout cas un choix que font beaucoup d'annonceurs, c'est de nous donner une seule partie de leur acquisition, par exemple uniquement Meta ou uniquement Google, alors que nous ce qu'on préfère c'est vraiment d'avoir la vision globale sur l'acquisition, ce qui permet d'avoir une meilleure répartition des budgets, des investissements, pour encore mieux scaler les comptes et investir là où c'est le mieux pour les clients. Si vous avez un plafond de verre et que vous dépensez uniquement sur Meta, il faut aussi vous ouvrir aux autres plateformes, et il y a beaucoup de place à prendre. Je pense par exemple à TikTok. Sur certains clients, je dépense jusqu'à 30% de mes investissements globaux marketing sur TikTok, parce que on va toucher une audience un peu différente, mais on va s'ouvrir vraiment à une audience qu'on n'arriverait pas à toucher sur Meta, et c'est vraiment complémentaire. Donc faut pas mettre de côté les plateformes qu'on voit un peu plus petites, en tout cas qui sont pas aussi grosses que Meta, parce que par exemple Snapchat, on a des très bons résultats et il y a très peu d'annonceurs qui sont vraiment dessus. Donc si vous avez la possibilité de tester, on vous le conseille vraiment, et on est là pour vous accompagner dans ces tests. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille d'aller regarder la troisième partie de ma vidéo sur TikTok Ads qui s'affichera ici, parce qu'elle s'applique aussi très bien à Pinterest et Snapchat. En gros, ça traite du sujet de mesurer l'efficacité d'une régie annexe sur un mix marketing global, parce que les comportements d'achat sont souvent assez différents. Voilà les potes, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et si jamais vous voulez qu'on s'occupe de tout ce que vous venez de voir pour vous, vous pouvez réserver un appel de découverte pour qu'on vous présente l'accompagnement Kudak, et je laisse les performance managers en faire la publicité. Promis, je les ai pas forcés. Donc si vous voulez qu'on pose un diagnostic sur votre stratégie d'acquisition et qu'on vous délivre le meilleur traitement pour répondre à ce diagnostic et emmener votre marque encore plus loin, N'hésitez pas à prendre un petit call avec nous. Nous, on regardera comment votre acquisition elle est mise en place. S'il y a des choses à améliorer, on vous le dira. Si c'est bien fait et que c'est bien géré, on vous le dira aussi. Ce sera un plaisir en tout cas de discuter avec vous.